Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Nous vivons une période terrible. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays dits occidentaux ont connu une période de prospérité, mais également de progrès social inédit dans l'histoire de l'humanité. Mais depuis plusieurs décennies, un mouvement inverse s'est engagé. Les inégalités progressent férocement. Les peuples se sentent opprimés. Mais qui est l'oppresseur? Nicolas Framont et Selim Derkaoui ont écrit l'essai « La guerre des mots » édité par Le Passager clandestin. Ils sont les animateurs du magazine en ligne Frustration. Leur thèse, c'est que l'arme principale de cet oppresseur, c'est le langage. Ce sont les mots, des mots distillés dans les médias au sein des institutions. Et la première ruse de ceux qui nous dominent serait de nous empêcher de les nommer. Bonjour Nicolas et Selim. Bonjour. Bonjour. Comment nommez-vous la classe dominante dans notre société aujourd'hui? On la nomme la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est la classe dominante dans notre société aujourd'hui, mais en réalité, c'est la classe dominante depuis plusieurs siècles. C'est la classe qui domine le travail au sein de la société capitaliste. C'est la classe qui possède les moyens de production, c'est-à-dire qui possède notre économie et qui fait travailler les autres pour ce compte-là. Nous, il nous a semblé important de la nommer ainsi, car c'est en fait comme ça qu'elle se nomme elle-même depuis qu'elle a pris le pouvoir sur l'aristocratie à la fin du XVIIIe siècle. Et il nous semble qu'en utilisant le terme de bourgeoisie, on dit clairement les choses. On rappelle clairement son origine liée au système capitaliste, on rappelle clairement le fait qu'elle règne sur le travail, et on rappelle clairement qu'il s'agit d'une classe bien définie, bien fermée sur elle-même, qui se reproduit à travers le temps, et pas simplement tous les termes qu'on emploie actuellement et qui nous semblent trop flous, comme par exemple dire les riches, ce qui nous semble flou parce que c'est simplement les désigner par rapport à leur richesse et pas par leur pouvoir sur le travail capitaliste, ou encore la caste, ou encore l'élite, qui sont des termes flous dans lesquels on peut mettre à peu près tout le monde sans mettre l'accent sur le lien avec le système économique capitaliste. Justement, comme par dire exemple, les dominants. pour vous, parler des 1% des ultra-riches, c'est déjà problématique. Oui, déjà parce qu'on parle encore une fois que de leur richesse et pas du tout justement en tant que classe bourgeoise, c'est-à-dire en tant que sociabilité, etc. Comme ils vont justement se régénérer par les écoles, par leur cursus, par leur famille, par leur réseau. Et parler d'ultra-riches, encore une fois, c'est très minoritaire et c'est pas prendre l'ensemble de la classe bourgeoise qui est quand même un peu plus large que ça. Et se contente pas justement des 0,1% des ultra-riches, entre guillemets. Mais alors, si c'est pas 0,1%, si c'est pas 1%, c'est combien de pourcents? Les gens, en regardant, ils vont se demander, ben, est-ce que je suis un bourgeois? Est-ce que j'appartiens à la classe qui opprime? Ils vont se poser des questions. Et finalement, c'est quoi les limites de la bourgeoisie? La question de la frontière, c'est vrai qu'elle est importante. Après, il faut bien se dire que dans toute société, les frontières de classe, c'est pas à partir d'un certain revenu, bim, on bascule dans la classe bourgeoise. Il y a tout un tas de caractéristiques qui fait qu'on en fait partie ou pas. Et puis, je dirais, il y a une classe intermédiaire, ce qu'on a essayé de théoriser dans le livre, qui se situe bien entre la classe laborieuse, c'est-à-dire ceux qui travaillent, et la classe bourgeoise, ceux qui possèdent. Et bien, il y a le groupe de ceux que nous, on a appelé la sous-bourgeoisie, qui est un peu la courroie de transmission entre la bourgeoisie et la classe laborieuse, et dans lequel on trouve tout un tas de professions prestigieuses, notamment toutes celles qui contribuent à forger l'idéologie dominante et à asseoir le pouvoir de la bourgeoisie, la classe des éditocrates, de certains journalistes, de certains intellectuels qui aimeraient appartenir à la bourgeoisie, qui l'admirent, mais qui en réalité, souvent, n'en sont qu'à la marge. Ce sont des satellites de cette classe-là et ils sont à son service. C'est pour ça qu'on parle de sous-bourgeoisie plutôt que de petite bourgeoisie, pour montrer justement l'aspiration qu'ils ont à vouloir faire partie de cette classe bourgeoise-là, en fait. Alors, par quelle ruse de langage la bourgeoisie se dissimule-t-elle? Dans votre livre, vous l'expliquez un peu, que quelque part, elle se débrouille pour se masquer, en utilisant un certain nombre de concepts qui finalement la dédouanent ou enfin la mettent en arrière-plan, ou la diffusent, finalement on n'arrive plus à la reconnaître. Exactement. Dans le livre, on a un chapitre, notre premier chapitre est dédié à ce qui nous semble être la première arme rhétorique de la bourgeoisie, c'est de nier sa propre existence, c'est de brouiller les frontières de classe. Et il y a certains mots-clés qu'on a analysés, notamment celui de classe moyenne. La classe moyenne, c'est le terme miracle qui a balayé l'idée qu'il y ait une lutte des classes dans la société. On a forgé ce terme de classe moyenne dans les années 70-80, il s'est imposé complètement dans le débat public et même dans les représentations des gens, c'est-à-dire que le plus souvent, si vous demandez autour de vous
vous, de quelle classe tu fais partie, une bonne partie des gens répondent de la classe moyenne. Et finalement, cet ensemble classe moyenne, il est particulièrement flou. Il définirait une sorte de milieu qui serait être ni riche ni pauvre, et c'est pas conforme à la réalité statistique de la population, qui est en réalité la population, elle est faite d'inégalités entre des gens très riches, des gens très pauvres, et au milieu des travailleurs, des travailleuses qui dépendent de cette classe bourgeoise. Donc la notion de classe moyenne, elle est miracle parce qu'en fait, elle invisibilise les rapports de pouvoir. Et elle donne l'idée que notre société aurait rapproché tout le monde au sein d'un groupe qui aurait des intérêts communs. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Notre société, elle reste et elle demeure clivée entre ceux qui principalement travaillent et ceux qui principalement possèdent. Et ce clivage-là, il a été effacé par le terme de classe moyenne. L'autre terme qu'on a pu analyser, c'est celui de classe populaire. Voilà, on va employer le terme classe populaire qui veut pas dire grand-chose et qui a remplacé beaucoup le terme de prolétariat qui, pendant tout un temps où les idées de lutte des classes régnaient dans le débat public, ce qui affolait beaucoup la bourgeoisie, était le terme utilisé. Ce terme-là, il a été balayé parce qu'une série de sociologues, de journalistes, d'intellectuels se sont mis à dire que le monde ouvrier n'existait plus, qu'il n'y avait plus d'ouvriers en France, ce qui est entièrement faux, hein. Actuellement, en France, statistiquement, il y a plus d'ouvriers que de professions intellectuelles supérieures, par exemple, et pourtant, ce sont bien ces derniers qu'on voit le plus à la télévision. Donc, on a invisibilisé la classe ouvrière, on a nommé un tout vague qui est les classes populaires, qui est en fait un ensemble vague, souvent au pluriel, où on rassemble des gens en fonction d'un mode de vie commun. Et où, ce faisant, on ne parle plus de leurs conditions de travailleurs. On ne parle plus du fait qu'ils sont exploités. À la limite, on va parler de leur pauvreté, de leur misère, de leurs difficultés, voire de leur mauvais goût, parce que souvent, c'est des gens qui vont être taclés de façon péjorative. Hein. On va parler des beaufs, on va parler des racailles, mais on ne va plus qualifier les personnes qui travaillent par rapport à leur travail et par rapport à leur exploitation. Voilà, ça, c'est quelques trucs qu'on a pu décrire qui donc, sont plutôt des... que classe populaire, vous dites classe laborieuse. Laborieuse, exactement. Pour justement mettre en avant cette conflictualité de classe qu'il peut y avoir, en sachant que pour nous, justement, la classe laborieuse, elle représente à peu près 80% de la population, et dedans, on incorpore, que ce soit employés, ouvriers, ouvrières, etc., mais aussi tout ce qui est chômeurs, chômeuses, etc., justement, qui dépendent du système capitaliste et qui en deviennent les sous-fifres, ou en tout cas en dépendent très fortement. Qui dépendent du travail qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Exactement. Ou qui espèrent un travail qui leur permettra finalement de faire autre chose que survivre. Exactement, c'est exactement ça. Alors Selim, vous pointez aussi la ruse de l'expression société civile qui a été très utilisée par le macronisme au début, et vous dites que quelque part c'est un moyen aussi de masquer la bourgeoisie. Oui, c'est ça exactement, société civile, ça leur permet de se dire proche du peuple ou des classes populaires, justement, comme on en parlait justement avant, pour dissimuler justement leur rapport de classe et leur bourgeoisie et leur arrogance de classe, et qu'ils font finalement pas du tout partie de la société civile qu'ils prétendent représenter, c'est-à-dire de manière large avec que ce soit des ouvriers, des employés, etc. C'est vraiment une ruse assez évidente qu'on a pu voir pendant les municipales, justement, où beaucoup de partis se disaient appartenir à la société civile. C'était En Marche en 2017 pendant les élections législatives, où voilà, ça leur permet de masquer tout simplement leur appartenance de classe au travers une expression qui veut rien dire, comme pour classe populaire finalement. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la société civile, il y avait beaucoup de lobbyistes et de cadres supérieurs du privé et des grandes multinationales. Ouais. Et est-ce qu'on en est sorti aujourd'hui? Est-ce qu'en 2022, tu penses qu'on va revenir à des thématiques comme la société civile, ou alors il y a des mots ruses qui sont en train de surgir en ce moment? Quels sont les nouveaux mots problématiques qui sont en train de ressurgir en ce moment? Moi, je trouve que, justement, là, on parlait de classe populaire, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, parce que beaucoup de partis politiques vont se prétendre être les voix des classes populaires, sans justement mettre ce conflit de classe qu'il peut y avoir en parlant de classe laborieuse, de manière assez démagogique, et surtout d'une manière assez folklorique. On va parler du peuple, comme peuvent le faire par exemple à Onfray, comme on a pu le faire avec Jean-Pierre Pernaut, par exemple, qui a démissionné, enfin, en tout cas il était à la retraite. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des projections sur les classes populaires, qui regardent Jean-Pierre Pernaut, etc., leur fantasme un petit peu, des petits blancs qui regardent son JT, comme d'autres peuvent fantasmer sur les classes populaires en banlieue, etc. Mais toujours, encore une fois, en balayant le conflit de classe, et toujours de manière assez paternaliste. Et je pense et culturelle, en gros, c'est-à-dire c'est les rodéos en banlieue, ou c'est la fête... de la tourte, c'est toujours, je dirais pas culturel, c'est même c'est des images d'Épinal, en fait. Oui, exactement. Mais tout est fait pour éviter de parler
de la racine de la conflictualité de classe qui est le rapport d'exploitant-possédant. Ça, on n'en parle jamais et il y a d'autres termes aussi qui sont souvent dans le débat public et qui, par exemple, plutôt que de parler du travail, vont parler de la géographie. On va dire la France périphérique, par exemple. La France périphérique, c'est un concept qui est là depuis des années 2010, qui est beaucoup diffusé dans la presse, qu'on utilise beaucoup. Et plutôt que de définir les gens par leur statut d'ouvrier, d'employé, de travailleur, de membre de la classe laborieuse, eh ben, on va parler du fait qu'ils appartiennent à la France périurbaine, par exemple. Ce qui n'est pas une vraie réalité sociologique, parce qu'en fait, en France, d'ailleurs, cette thèse, elle a été combattue par beaucoup de sociologues et géographes qui montrent que, bah non, la France, elle n'est pas clivée géographiquement au point que ça soit ça le prisme explicatif de la lutte des classes de nos jours. Le prisme explicatif de la lutte des classes de nos jours, ça reste le travail et la position dans le système capitaliste. Et c'est vrai que moi, je pense que en 2022, sans doute que ça sera plus les membres de la société civile qui sera le truc. Il y aura d'autres termes qui seront utilisés pour noyer le poisson, parce qu'à chaque fois, la bourgeoisie, elle est tout le temps en train de noyer ce conflit de classe avec des artifices qu'elle est obligée de remplacer progressivement à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, ils ont du plomb dans l'aile. Tout le monde a vu que les membres de la société civile de Macron, en réalité, c'était des patrons, c'était des hauts cadres de la finance, c'était des lobbyistes, comme tu disais tout à l'heure. Donc, moi, je pense qu'il y aura des nouveaux artifices. C'est difficile de prévoir lesquels. Mais évidemment, il faudra être très vigilant pour ne pas se laisser avoir à chaque fois par ces nouvelles catégories miracles qui remplacent les catégories qui sont la réalité de notre société, qui sont celles qu'on décrit. Votre propos sur l'égalité des chances et la diversité est assez piquant. Une fois de plus, si l'on vous suit, c'est une ruse. C'est-à-dire, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu dans les grandes écoles, Sciences Po notamment, l'égalité des chances, la promotion de la diversité. Mais finalement, quelque part, tout cela vise à emballer, c'est un papier cadeau pour emballer les inégalités structurantes au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Exactement. Souvent, on utilisait le terme de méritocratie. Et nous, ça nous paraissait plus intéressant d'étudier le terme d'égalité des chances qui est venu justement remplacer la méritocratie, qui était déjà vachement critiquée, notamment à gauche. Égalité des chances est venu la remplacer. C'est un concept d'ailleurs qui a été créé par Pétain à la base. Et du coup, égalité des chances, on peut le voir justement dans les dispositifs des grandes écoles, où on va aider un peu plus les pauvres ou les enfants de pauvres, leur dire que finalement, grâce à un petit coup de pouce, grâce à ces grandes écoles et grâce à cette élite-là, ils peuvent y arriver, et du coup que finalement, il suffit de travailler un peu plus pour pouvoir bénéficier et arriver dans ces grandes écoles-là. Et surtout, c'est toujours une manière pour la bourgeoisie d'aspirer ces étudiants-là pauvres, une minorité toujours, ça les évite de les remettre en question en tant que grande école qui sont souvent très chères, où il faut avoir un capital social, culturel très important, qui sont des écoles de reproduction sociale de la bourgeoisie, pas plus d'intelligence, les gens de grandes écoles, je suis sorti d'une grande école aussi, on n'est pas plus intelligent que la moyenne, c'est faux de dire ça, au contraire c'est pour justifier leur domination au travers les études. Et de fait, d'aspirer ces quelques enfants de pauvres qu'ils vont avoir grâce à ces processus à égalité des chances, pour qu'ensuite ces enfants-là deviennent les dominants de demain, en passant par ces grandes écoles, en adoptant les codes de la bourgeoisie pour ensuite dominer les autres. Aux autres, en écrasant leurs anciens congénères de leur poids, en disant moi j'y suis arrivé, donc si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des feignants. Voilà. Ou alors mettre de la culture dans les banlieues, revenir après et dire tu vois, il faut que tu lises Ronsard, ceci, cela, pour t'élever intellectuellement et faire partie des dominants, puis essayer de changer les choses de l'intérieur, ce qui est assez vain parce que c'est structurellement parlant que ces écoles et que ces choses sont dominantes. Alors, dans le monde du travail, vous parlez aussi des mots qui subvertissent ces rapports de force. J'ai vu par exemple une illustration dans votre livre qui oppose la prise de risque du start-upper, donc une prise de risque que vous considérez comme chimérique parce qu'on le voit à son téléphone en train de contacter les membres de son réseau pour monter sa start-up, et quelque part la sécurité du livreur à vélo. Est-ce que tu peux expliciter ça un peu ? Oui, dans le livre, c'est vrai qu'en plus de traiter des mots, on traite des mythes. Et ça, c'est un mythe qui fonde le pouvoir de la bourgeoisie. C'est de dire la bourgeoisie, le patronat, particulièrement dans le monde du travail, prend des risques à l'opposé des salariés qui, eux, sont dans la sécurité, dans la routine, etc. Tout ça, c'est... le livreur à vélo, en général, c'est pas vraiment
Un salarié, c'est un travailleur ubérisé. Exactement. Oui, ce sont des gens à qui on a enseigné, on essaie d'en faire des micro-patrons en leur disant, vous voyez, la bonne façon de réussir dans notre société, c'est de prendre des risques, de s'en sortir par soi-même, etc., etc. Pour nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce discours de la prise de risque, c'est une inversion qui est assez scandaleuse, parce qu'en réalité, dans le monde du travail, ceux qui prennent les risques, ceux qui meurent au travail, ceux qui meurent d'accidents de travail, ceux qui ont des maladies professionnelles, ce sont les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, etc. Ce sont les travailleurs. Donc le risque... Ils prennent des risques tous les jours. Ils prennent des risques sur leur vie. Exactement. Et le risque bourgeois, c'est quoi? C'est quoi le risque du patron? Et ce dont on s'est rendu compte, quand on regarde même les statistiques de qui sont les entrepreneurs, le nouveau mot aussi pour ne pas parler de patronat de nos jours, ce sont des gens qui avaient déjà du capital, qui avaient déjà un réseau et qui finalement ne font pas une prise de risque en lançant une entreprise. C'est vrai pour certaines très petites entreprises, mais la majorité des cas, celles dont on parle dans Challenge, dans les Échos, etc., ce sont le plus souvent des héritiers dans une écrasante majorité et ce sont des gens qui avaient du capital. Donc de toute façon, de l'apport de capital dans une entreprise, ce n'est pas une prise de risque, où on risque sa vie, où on risque toutes ses économies, tout ça c'est une image d'Épinal. Le patron qui miserait tout et qui hypothéquerait sa maison et qui risquerait de perdre femme et enfants pour avoir voulu aller au bout de ses rêves, c'est complètement faux. Mais pourtant, ce discours subsiste et il a un double effet, c'est qu'il grandit la classe bourgeoise qui, plutôt que de montrer que c'est une classe qui se reproduit à travers le temps et n'a aucun mérite si ce n'est son appartenance et d'être né au bon endroit, donc grandit ce mérite-là. Et puis d'un autre côté, voilà, ils en font des aventuriers du temps moderne, etc., alors que c'est juste une classe qui se reproduit à travers le temps. Et par ailleurs, ça dévalorise considérablement la classe laborieuse en assimilant le travail salarié, par exemple, à quelque chose de routinier, de plan-plan, etc., ce que ce n'est pas du tout. Le travail, c'est une création de richesse qui est captée par d'autres et c'est quelque chose qui expose à des risques. Et de tout temps, le patronat a exposé ses salariés à des risques. Et si le travail est moins risqué qu'il y a un siècle, c'est pas parce que les patrons ont été plus gentils avec les ouvriers, c'est parce que des luttes sociales ont permis que le risque soit pris en compte, qu'il soit la responsabilité de l'employeur et que les personnes s'assurent collectivement. Et la sécurité sociale, par exemple, c'est comment on arrive à neutraliser collectivement les risques qui pèsent sur nous. Et donc la recherche de la sécurité, c'est une chose bien. Et le fait qu'on n'arrête pas de dire que la prise de risque, c'est ça qu'il faut, c'est une façon aussi d'attaquer toutes ces protections sociales qui sont des acquis de haute lutte et qui sont des choses nobles et vertueuses. Et en faire des choses plan-plan et routinières, ça fait partie aussi d'un des buts de ce mythe de la prise de risque. Alors l'actualité, finalement, vient un peu à la rescousse de ce que vous dites, puisque on a vu avec la crise du Covid que ce sont les travailleurs qui sont exposés au risque, qui sont morts d'avoir travaillé, notamment les agents de sécurité, les personnels hospitaliers. Est-ce que quelque part, vous pensez que ça va aider au propos, disons, à déconstruire en fait ce faux mythe-là de la sécurité et de la prise de risque? Alors ça dépend pour qui. Je pense que dans la population française, à mon avis, les gens ont eu vraiment conscience par eux-mêmes, en étant eux-mêmes concernés dans ces métiers-là, qu'effectivement la prise de risque venait surtout d'eux-mêmes. Et je pense que dans la population, où il peut y avoir une prise de conscience, notamment quand la plupart des personnes, que ce soit par exemple à l'hôpital, quand ils ont voulu donner des primes de risque, justement, alors que les primes ont été distribuées par les cadres des hôpitaux, totalement de manière aléatoire. Des personnes en avaient, d'autres pas, alors qu'ils étaient dans des services Covid. Donc tout ça a instillé, je pense, chez les gens, justement, un rapport au risque qui était déjà présent, mais surtout... La conscience du risque, maintenant. La conscience du risque, et que surtout qu'elle n'émane pas des dominants, justement, enfin en tout cas de la classe bourgeoise, notamment au travers les primes qui ont pu être distribuées, ou non d'ailleurs, parce que là on avait entendu récemment que de nombreux caissiers et caissières n'avaient pas eu finalement de primes. Donc voilà, donc je pense que, à mon avis, ça a joué de manière favorable, entre guillemets, pour les personnes qui vivent ces risques, comme décrivait très bien Nicolas, au quotidien. Alors, votre livre a été préfacé par Monique et Michel Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot a été sous le feu des critiques ces derniers temps parce qu'elle est intervenue dans le documentaire Hold Up, considéré comme complotiste. Et Nicolas, tu as eu un certain nombre de paroles sur les réseaux sociaux pour remettre en cause, enfin pour relativiser en tout cas la lutte contre le complotisme, en disant finalement qu'elle était aussi une manière de complexer finalement un certain nombre de citoyens qui se posent des questions et qui peut-être y répondent pas tout à fait bien, mais qui ne doivent pas être stigmatisés de cette manière-là. Si je comprends bien, le
le propos, en fait. Oui, ça fait partie de quelque chose qu'on a défendu, que ce soit à Frustration, dans le livre, etc. C'est de dire qu'on en fait trop, que cette façon de renvoyer toute critique du système au complotisme et donc à quelque chose qui ne devrait pas être dit, qui ne devrait pas être pensé, c'est pour nous une façon pour la bourgeoisie d'amalgamer dans le même tout, fourre-tout qui serait le complotisme, des choses certes complètement délirantes qui sont tenues par une minorité de la population, le fantasme des puces implantées par Bill Gates, j'en sais rien par exemple, là on voit tout de suite que c'est délirant, les gens qui tiennent ça sont dans des délires assez paranoïaques, et puis à côté de ça, il y a des gens qui critiquent le système capitaliste, à raison en se basant sur des faits. Et cette façon, ou qui critiquent l'idée qu'il y a une oligarchie, ce qui est tout à fait réel, et en fait on a mis tout le monde dans le même sac, et c'est clairement l'intention de ceux qui sont les théoriciens de l'anticomplotisme, des gens comme Rudi Reinstadt, Gérald Bronner, c'est vraiment des idéologues du système qui, eux, estiment que toute critique du système capitaliste, finalement, relève du complotisme, parce que non, tout le monde fait ce qu'il peut, les possédants, non, ne sont pas dans la captation des richesses, et si on entend ces gens-là, finalement, Marx, ça serait du complotisme. Et puis, à côté de ça, sur Monique Pinson-Charlot particulièrement, je pense je voulais réagir, parce que ce qui s'est passé, elle s'en est expliquée, c'est qu'elle a été contactée par les réalisateurs de ce documentaire, ce documentaire, s'il a autant de succès, c'est qu'il amalgame des choses réelles dans une première partie, et puis ensuite en profite du coup pour importer dans un propos qui au début part bien et qui se base sur les critiques et les doutes des gens et qui incorpore tout un tas de théories effectivement complètement fumeuses. Et puis ce sont des gens qui par opportunité sont allés chercher des gens pour cautionner leurs paroles. Ils ont fait ça avec Monique Pinson-Charlot, elle s'en est expliquée, elle a expliqué qu'elle n'était pas au courant, qu'elle avait demandé à voir la version finale et que ça n'avait pas été le cas. Quant à son propos, moi je pense que c'est quelqu'un qui, quand on la rencontre, c'est quelqu'un qui est très révolté contre la situation et qui donc parfois effectivement a des mots forts, notamment sur le changement climatique, l'inaction des dirigeants, elle est vraiment très très révoltée et donc elle cherche à tout prix à faire passer ce message-là. Et donc pour certains, effectivement, son propos dans Hold Up était, il y a des formulations qui étaient excessives, etc. Mais avant tout, pour moi, elle a cette colère et je préfère quand même des gens qui sont en colère, au risque de se tromper, que des gens qui vont tout le temps nous dire que tout va bien, que le changement climatique pourra être résolu par une révolution, pas par une révolution verte, mais par un capitalisme vert, justement, que nos dirigeants sont vertueux et qu'il ne faut pas douter d'eux. Là, moi, je trouve ça profondément délirant. Donc, voilà, pour nous, cette accusation permanente de complotisme, elle vise à neutraliser la critique. Après, les courants conspirationnistes militants qu'on trouve de plus en plus sont effectivement aussi un danger parce que du coup, plutôt que de parler de lutte des classes, ils vont parler d'autres théories du pouvoir en mettant de côté finalement l'opposition capital-travail. Ce qui nous gêne parce que du coup, on sort complètement du propos et du coup, la colère, plutôt que d'être orientée vers les véritables responsables et vers les véritables mécanismes de domination, vont s'orienter vers d'autres choses. Par exemple, parler à ce point des vaccins, par exemple, en ce moment, moi je trouve ça dommage parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que l'industrie française est en train de se faire laminer par des groupes qui en profitent pour empocher du fric sur le dos des salariés qui licencient. Pour moi, c'est ça le principal scandale. Et le fait que toute la colère des gens soit orientée par des groupes conspirationnistes sur la question du vaccin, c'est une énorme perte de temps pour la lutte sociale. Un nombre d'ultra-riches qui en font... qui créent une sorte de pandémonium, Soros, Bill Gates, etc. Alors que c'est pas 3 ou 4 personnes en réalité qui dirigent le monde. Non, la bourgeoisie, c'est une classe qui est importante, qui compte de nombreux membres, qui agit de façon structurelle et pas toujours de façon consciente. Et se focaliser sur Bill Gates et Soros, ça ne fera en rien avancer la lutte sociale. Mais nous, on pense que plutôt, et c'est ce qu'on fait dans Frustration, plutôt que d'accabler les complotistes d'injures et de se moquer d'eux, parce que c'est ça le sport national de toute une partie de la bourgeoisie, de la sous-bourgeoisie, c'est de s'en moquer, nous, plutôt que de s'en moquer, nous, on parle de la lutte des classes. Et on dit les gens qui doutent du système actuel, les gens qui critiquent la société, on veut leur proposer des théories qui soient basées sur des faits, et ces faits, c'est la lutte des classes. Et pour nous, c'est la meilleure réponse à la poussée conspirationniste, c'est pas d'insulter les gens. Parce qu'en plus, la pensée conspirationniste se nourrit des critiques qu'on fait d'elle, et se nourrit du snobisme intellectuel qu'elle rencontre. Et quelque part, les gens qui sont dans la pensée conspirationniste, plus on les traite de débiles, plus ils vont aller dans ces théories-là, parce que ça devient un peu leur refuge intellectuel. Et moi, je comprends tout à fait ce mécanisme, et je sais pas, j'ai beaucoup de proches qui sont là-dedans, et moi, plutôt que de les accabler d'injures, j'ai plutôt envie de leur proposer des théories critiques du réel dans lesquelles ils puissent se retrouver. Alors, on va vous dire que finalement, vous faites une sorte de... Vous avez écrit une sorte de manuel de guerre anticapitaliste, disons, bourgeoisie, mais qui sera lu
par la sous-bourgeoisie et, disons, alors vous n'utilisez pas le mot classe moyenne, mais est-ce qu'on pourrait considérer comme la classe moyenne déclassée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire cette pédagogie-là? Alors plutôt que parler de pédagogie, où là ce serait vraiment avoir un côté enseignant et très distant, d'autres moyens qu'un livre. Après un livre forcément, ça reste quand même un moyen qui peut séparer, effectivement, et qui peut être une forme de distinction, etc. Nous, on l'a conçu d'une manière, comme tu dis très bien, en manuel, de combat, et aussi pour, comment dire, avoir conscience de soi, et surtout reprendre confiance en soi, au travers justement le complotisme, etc., etc., des questions que les gens peuvent légitimement se poser. Après, ça dépend des gens qu'on va rencontrer quand on va faire des rencontres, parce que là, il y a eu le confinement, etc., donc effectivement, c'était assez compliqué. À Frustration, déjà, on a l'habitude, on a une écriture, un langage de lutte qui se doit d'être simple comme nous, on parle simplement, on écrit simplement, un langage qui soit le plus universel possible aussi. Et ça viendra au fur et à mesure. Après, la sous-bourgeoisie, si elle le lit, ou même la bourgeoisie, tant mieux d'un côté. Au contraire, ça peut être que se la remettre elle-même en question, en tout cas la sous-bourgeoisie qui est toujours dans un espèce d'entre-deux entre la classe bourgeoise auquel elle aspire et la classe laborieuse, être une forme de déclic que, justement, avoir un excès de zèle sur le complotisme, à vouloir absolument fact-checker le documentaire Hold Up, à défaut de fact-checker le gouvernement, ou en tout cas les mythes bourgeois qu'on déconstruit dans le livre, effectivement, ça peut être la remettre en question, comme quoi, finalement, elle n'est pas du bon côté de la barricade, ou en tout cas, son zèle, elle pourrait l'utiliser justement pour défendre la classe laborieuse qui est majoritaire dans ce pays. Donc, dans tous les cas, voilà, ça peut être bénéfique autant pour elle, qui peut se remettre en question, autant pour la classe laborieuse qui, je le pense et sincèrement, aura l'occasion de lire le livre par du bouche à oreille, par les rencontres qu'on peut faire et par aussi le support et la base de frustration que l'on a déjà, où c'est quand même une majorité de personnes, des étudiants, il y a des ouvriers, des employés qui nous lisent, qui nous écrivent aussi, qui veulent publier, témoigner des choses au travers le site, toujours parce que dans notre conception qu'on a de l'engagement et de la lutte, c'est qu'un langage justement de lutte se doit d'être le plus démocratique possible. Merci à vous. Merci.